Des montagnes à la mer, du désert aux plaines, le paysage texan est aussi contrasté que les sujets abordés aujourd'hui par nos deux candidats pour la Maison-Blanche. La démocrate et le républicain sont tous les deux au Texas ce vendredi. Kamala Harris vient défendre le droit à l'avortement. Donald Trump, lui, veut lutter contre l'immigration. L'une est en perte de vitesse et l'autre en pleine confiance. Bonjour à toutes et à tous, J-11 avant l'élection américaine. Bienvenue dans le Washington Briefing. Bonjour Antoine Lard, tu es correspondant à Washington. Kamala Harris est à Houston pour défendre donc le droit à Bonjour. l'avortement dans un État ultra-conservateur. Dans ce même État, Trump est à Austin, exactement pour enregistrer un podcast avec Joe Rogan. Pourquoi le Texas pour les deux ? Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, le Texas, c'est pas du tout un État clé. L'élection va pas se jouer là-bas. Mais pour chacun des candidats, le Texas, c'est un peu le décor idéal pour évoquer des sujets qui sont porteurs. Tu l'as dit, Kamala Harris va parler du droit à l'avortement. Il faut savoir que le Texas, c'est un des États américains qui a les lois les plus restrictives en la matière. L'avortement y est strictement interdit. Les médecins peuvent même aller en prison s'ils pratiquent un IVG. Et donc, pour Kamala Harris, elle va ce soir expliquer que cette situation, c'est la faute de Donald Trump. C'est vrai que Donald Trump a nommé des juges ultra-conservateurs à la Cour suprême qui, il y a 3 ans, a remis en cause le droit à l'avortement. Donc Kamala Harris va dire si le droit à l'avortement a été supprimé, c'est à cause de Donald Trump. Et ce qui se passe aujourd'hui au Texas, ça pourrait être bientôt la norme partout ailleurs aux États-Unis. Elle va donc se présenter en défenseur du droit à l'avortement. Et le but du jeu pour Kamala Harris, c'est que son message porte au-delà du Texas et arrive jusqu'aux oreilles des électeurs situés dans les États clés, là où l'élection est vraiment importante. Et pour amplifier son message, pour être sûr que son message passe et soit diffusé le plus largement possible, Harris sera rejoint aujourd'hui sur scène par Beyoncé, une icône féministe, une superstar aux millions de fans. Et puis pour Donald Trump, le Texas, c'est aussi un bon décor pour parler immigration, puisque le Texas a une frontière avec le Mexique. Trump qui est à Austin, donc il va faire un point presse pour parler immigration. Et Trump qui se rend au Texas surtout pour enregistrer ce podcast avec Joe Rogan. Joe Rogan qui est le plus grand podcasteur américain, 14 millions d'auditeurs pour chacune de ses émissions. Et surtout, il a des auditeurs qui sont essentiellement des hommes et des jeunes et des hommes jeunes. Et c'est précisément ces électeurs-là que Donald Trump cible et qu'il cherche à mobiliser, d'où son déplacement aujourd'hui dans le Texas. Merci Antoine, et on retrouve tout de suite Thierry Arnaud qui est à l'aéroport. Bonjour Thierry. Salut Yves. Tu es éditorialiste international à BFM TV et tu es en ce moment à l'aéroport, prêt à décoller pour les États-Unis. Avant de parler de la campagne américaine qui est en ce moment avec Trump et Harris qui sont tous les deux dans le Texas, les États-Unis, c'est un pays que tu connais très bien. Tu t'attends à voir quoi, à entendre quoi là en arrivant là-bas ? Alors d'abord, je suis effectivement très content d'y aller. J'ai vécu 8 ans aux États-Unis, j'ai fait d'innombrables allers-retours, mais c'est toujours un peu frustrant, comme tu l'imagines, de couvrir une campagne à distance. Donc aller me replonger dans le grand bain, c'est évidemment un plaisir pour moi, puisqu'on raconte des choses un peu plus personnelles. Il se trouve que quand je vivais aux États-Unis, j'ai développé cette étrange passion pour le baseball et les New York Yankees en particulier. Et figure-toi que les New York Yankees sont qualifiés pour le championnat qu'ils appellent la World Series pour la première fois depuis 15 ans. Quand je vais arriver dans ma chambre d'hôtel à Washington ce soir, je vais allumer la télé, si tout va bien, pour voir la première victoire des New York Yankees de la World Series, parce que ça se joue en plusieurs matchs. Mais pour revenir aux choses sérieuses, ce que je m'attends à voir, c'est vraiment un pays déchiré, profondément divisé, beaucoup plus que tout ce que j'ai connu lorsque je vivais aux États-Unis. Tu te souviens, il y a quelques épisodes, j'avais choisi de passer l'extrait du discours de John McCain en 2008, son discours quand il concède la victoire à Obama, qui était un très beau discours, d'où il ressortait au fond que euh, les deux candidats, et donc l'Amérique républicaine et l'Amérique démocrate, avaient beaucoup plus de choses en commun qu'elles n'avaient de différences. Et aujourd'hui, on a l'impression d'être dans la situation exactement inverse, avec deux pays qui ne s'entendent plus, qui ne se comprennent plus, qui s'opposent de manière parfois assez violente. Et quel que soit le résultat de la campagne, ça, c'est évidemment une tendance qui est assez inquiétante pour le pays. En arrivant dans ta chambre d'hôtel, peut-être que tu liras le New York Times et tu verras ce sondage avec Trump et Harris qui sont tous les deux à 48%. Ça montre que Harris, elle est en perte de vitesse en ce moment ?
Alors, d'abord, s'il y a vraiment une chose à retenir des sondages, c'est qu'ils sont au coude à coude et que tout ce qu'on raconte se situe dans la marge d'erreur. Donc, tout est possible encore et les sondages ne donnent pas d'indication claire. Une fois qu'on a dit ça, et c'est vraiment ça le plus important et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, on peut quand même effectivement s'interroger sur ce qui se passe du côté de Kamala Harris. Moi, avant d'arriver aux États-Unis, j'ai repris des contacts avec un certain nombre de gens que je connais là-bas, j'ai eu quelques échanges, etc. Et ce qui ressort de tout ça, c'est que tu as vraiment le sentiment que la confiance, elle est dans le camp de Donald Trump, et l'inquiétude, le doute, et pour dire les choses clairement, la trouille, tout ça, c'est dans le camp de Kamala Harris. J'ai reçu un petit message notamment de quelqu'un qui est vraiment très engagé dans le camp démocrate et qui me disait on tremble d'inquiétude. Et d'ailleurs, ce sondage qui est à 48-48, si tu lis le papier qui l'accompagne, il explique que traditionnellement, les démocrates sont devant dans les sondages à l'échelle nationale parce qu'ils mobilisent davantage dans les États où il y a beaucoup de population, à commencer par la Californie par exemple. Donc, un président démocrate, un candidat démocrate qui gagne la présidentielle, en général, il arrive le jour de l'élection avec plusieurs points d'avance dans les sondages à l'échelle nationale, ce qui là n'est pas le cas pour Kamala Harris. Donc c'est effectivement un signal qui n'est pas très rassurant pour elle. Qu'est-ce qu'elle va faire au Texas, dans un État ultra conservateur où elle n'est pas du coup la bienvenue? Oui, alors d'abord, elle va faire deux choses au fond. D'abord, elle va montrer qu'elle parle à toute l'Amérique, y compris l'Amérique conservatrice, y compris l'Amérique du Texas, qui effectivement va voter républicain et va voter en faveur de Donald Trump. Alors il se passe quand même quelque chose d'intéressant au Texas d'un point de vue politique, c'est la candidature à sa succession au poste de sénateur de Ted Cruz. Ted Cruz, il est en difficulté, il est très critiqué, y compris au Texas. On a été frappé par le fait que tous les grands journaux du Texas ont choisi de ne pas soutenir sa candidature, y compris les journaux qui n'étaient pas républicains. Et on a beaucoup parlé de la présidentielle, mais un jour, il faudra qu'on discute aussi des autres élections et singulièrement de ce qui se passe au Sénat, parce que ça va être déterminant pour la capacité du prochain président à avoir les mains libres et à faire avancer les réformes qu'il souhaite pousser. Donc elle y va pour cette raison-là, et elle y va évidemment aussi pour une deuxième raison, c'est parler du sujet de l'avortement, qui est un sujet très important, très porteur pour elle. Le Texas, ça fait partie de la dizaine d'États qui a mis au vote le 5 novembre une question sur le droit à l'avortement. Tu sais que maintenant, après la décision de la Cour suprême sur Roe versus Wade, la balle est en gros renvoyée dans le camp des États. Et donc, il y a une dizaine d'États américains qui ont programmé des référendums pour modifier leur constitution et, le cas échéant, autoriser l'avortement. Et donc, ça sera un des enjeux très, très importants de la campagne. Et pour le coup, ça, c'est un sujet qui est très porteur pour Kamala Harris, qui évidemment soutient ce droit à l'avortement, qui est aussi soutenu par une majorité d'Américains et en particulier d'Américaines. Donc, c'est un bon sujet pour elle. Est-ce qu'elle peut être aussi portée par les stars qui l'accompagnent? On parlait de Bruce Springsteen hier. Aujourd'hui, elle invite Beyoncé et l'icône country Willie Nelson. Est-ce que ça peut l'aider aussi? Ça joue à la marge, mais je ne pense pas que ça fait une différence fondamentale. Je me souviens de la dernière ligne droite de la campagne d'Hillary Clinton en 2016, par exemple, qui avait vraiment fait venir le banc et l'arrière-ban des artistes américains également, sans pour autant que ça joue dans sa campagne. En fait, l'idée, c'est de te dire qu'avec ces gens-là, tu ne vas pas nécessairement chercher les électeurs du indécis ou les électeurs du camp adverse, tu vas plutôt mobiliser ta base. On sait que tous ces gens-là, tous ces artistes, ils sont de gauche, on dirait en France, c'est des soutiens du Parti démocrate, donc ça contribue à mobiliser. Et Donald Trump, pendant ce temps-là, il est en pleine confiance? Il est plutôt en confiance, effectivement, tu as l'impression que tout glisse sur lui, les procès, les révélations, il y a un scandale qui est revenu un petit peu à la surface parce qu'il y a une femme qui se dit victime d'une agression sexuelle de Donald Trump au moment où il était dans le cercle du fameux milliardaire new-yorkais Jeffrey Epstein. Et elle explique elle avait déjà expliqué avant, mais là, elle a refait à l'occasion de la diffusion d'un documentaire qu'elle avait été agressée sexuellement par Donald Trump. Donc c'est une affaire qui est retrouvée de la place dans les médias américains, sans pour autant beaucoup impacter Donald Trump. En fait, on a l'impression que tout a été un petit peu dit à son sujet sur ce sujet.
et que ça fait partie du nombre assez considérable de casseroles qui traînent derrière lui sans pour autant avoir d'impact important sur sa candidature, au moins jusqu'ici. Merci beaucoup Thierry, bon vol, bon voyage et on se retrouve lundi à Merci, Washington. j'ai hâte, absolument. Moi aussi. Avant de terminer ce podcast, on se rend dans le Texas avec Jeanne Daudet et Joao Alencar. Bonjour, vous allez bien ? Bonjour. Bonjour Yves, bonjour à Yves, tous. très bien. Vous êtes rendu dans les tunnels de Las Vegas, vous y alliez pour raconter la crise du logement aux États-Unis et vous avez rencontré Country. C'est tout ce que j'ai là, par terre et dans le caddie. Ancien employé dans la construction, il est devenu addict au fentanyl et s'est fait licencier. À 35 ans, cela fait déjà plusieurs années que Country vit ici et qu'il est confronté souvent à une extrême violence. Ces 3 derniers mois, il y a eu 7 personnes, des sans-abri, qui ont été tuées. On est venu chercher leurs corps, le quartier a été nettoyé et c'est tout. Le 5 novembre prochain, lui, ne pourra pas aller voter. Mais il ne veut pas pour autant qu'on l'oublie. Devant notre caméra, il s'adresse directement aux 2 candidats. Ouvrez vos yeux, de plus en plus de personnes deviennent comme moi tous les jours, et ça ne doit pas arriver. Moi, je suis une cause perdue, mais si je peux dire ou faire quelque chose pour éviter que quelqu'un d'autre devienne comme moi, ce serait bien. Comment est-ce que vous l'avez rencontré, Country ? En fait, on avait vu, avant de partir au Nevada et de commencer nos tournages aux États-Unis, ce qui se passait à Las Vegas et ce côté, cette autre facette de la ville de Vegas. On connaît effectivement les casinos, le bling-bling de Vegas et d'ailleurs ça nous a surpris, ça nous a sauté aux yeux quand on est arrivé de l'aéroport. On voit que ça en fait, le strip et les tous casinos. ces hôtels, et ces tout ce qui casinos. va Ouais. avec, mais C'est à côté de l'aéroport d'ailleurs. voilà, c'est vraiment à côté de l'aéroport, les avions, mais rasent les casinos quand ils décollent. Et on avait vu des reportages, notamment des télés américaines, qui s'étaient rendus dans ces tunnels et on avait trouvé que le contraste entre ce qu'on connaît de Vegas, notamment par les films, les séries, ce côté bling-bling, et ce qui se passe pour ces gens, et la réalité, la toute autre réalité de cette ville était hyper intéressant et on voulait montrer ça avec Joao. En janvier 2023, il y a 650 000 personnes qui étaient à la rue aux États-Unis. C'est énorme. Vous avez aussi rencontré Lisa dans ces tunnels, Joao ? Oui, en fait, c'était assez impressionnant, comme disait Jeanne. En fait, pour pouvoir les rencontrer déjà, en fait, on a déjà pris contact avec des associations, parce qu'il faut se dire aussi c'est eux qui nous disent même, ils sont assez oubliés par les autorités, qui ne viennent plus en aide. Et donc, c'est des associations qui viennent leur donner de la nourriture, d'essayer aussi de les insérer dans la société à nouveau. Et on a rencontré, via cette association, la Las Vegas Stronger, qu'on a rencontré Lisa. Lisa, ça fait déjà quelques années qu'elle est dans la rue, qui a tout perdu aussi à cause de la drogue, mais elle essaye encore de s'en sortir en fait. Elle va voter d'ailleurs. C'est ça qui est assez impressionnant. Elle expliquait qu'elle allait aller voter le 5 novembre prochain, qu'elle avait envie de s'en sortir. Et je rebondis sur ce que vous disiez au départ. Effectivement, à la base, nous, on voulait faire un sujet sur le logement, sur la crise du logement dans le Nevada. Et on pensait que cette situation, finalement, était due à la crise du logement. Et c'est en tournant le reportage qu'on s'est rendu compte que finalement, la cause était tout autre. C'était pas forcément qu'un problème de crise du logement. C'était surtout un problème de manque pour les autorités. Ils n'arrivaient pas en fait à endiguer le problème de la drogue et le problème de la santé mentale. C'est des gens qui ont beaucoup de problèmes de santé mentale, de dépression, d'addiction aussi, et donc ils sont souvent tombés dans la drogue. Et en fait, les associations nous expliquent que les autorités ne leur viennent pas en aide, qu'ils ne savent pas prendre en compte ce genre de problème et qu'ils préfèrent en fait mettre un mouchoir dessus et laisser ces gens de côté. Voilà ce que nous ont expliqué les associations et on s'est rendu compte en tournant le reportage, et c'est pour ça qu'on pensait tourner un reportage sur la crise du logement, et c'est comme ça arrive parfois quand on tourne des sujets, on a changé notre angle. Et si on revient sur l'histoire des Country qu'on avait vu tout à l'heure, son témoignage, en fait, lui, il travaille dans la construction, il a 35 ans aujourd'hui, et en fait, il est tombé dans les drogues, et en fait, il se dorait même devant nous, et je pense que c'était assez impressionnant, c'est que sa prise de conscience, même s'il était encore un peu drogué, mais il était assez conscient de dire que s'il pouvait faire quelque chose pour que les gens ne viennent pas, ne tombent pas dans sa situation comme il est aujourd'hui, il fallait tout pour les aider aussi.
C'est pour ça aussi qu'il a conscience aussi bas qu'il est tombé. Mais pour lui, c'est ses mots et une cause perdue, parce qu'il n'arrive plus à s'en sortir. Et il n'y a que les associations qui essayent encore de l'aider, les autorités et aussi la violence d'ailleurs. Il racontait que ces 3 derniers mois, il y a eu 7 morts, 7 personnes de sans-abri qui ont été tuées dans les quartiers, dans la région, dans la région des tunnels où il vit en fait. Qu'est-ce qu'ils attendent, les associations, les sans-abri des candidats Kamala Harris et Donald Trump pour cette présidentielle? Alors c'est assez particulier, c'est-à-dire que par exemple quelqu'un comme Country dit de toute façon moi j'y crois plus, j'ai plus la foi dans les autorités, dans ce qu'ils peuvent m'apporter, j'ai l'impression qu'on m'a abandonné et qu'on m'a laissé là dans ce tunnel. Vraiment, je reviens sur le contraste qui est saisissant, mais il faut s'imaginer que eux tous les jours en fait ils voient au loin tout le faste, tout l'argent qui traverse, qui transite par Vegas, et eux ils sont là dans la misère la plus totale. Avec finalement seulement les associations qui font un travail remarquable sur le terrain et qui leur viennent en aide. Et donc il y a beaucoup de gens qui disent moi j'ai plus d'espoir, et en fait qui se disent, qui parfois vont se dire nous on a besoin d'une deuxième, de s'en sortir par nous-mêmes. Lisa par exemple nous disait, elle n'avait pas vraiment le même discours que Country, elle ne parlait pas de la violence, elle nous disait au contraire moi ma famille maintenant c'est la famille de la rue et c'est ensemble qu'on peut s'en sortir. Elle a vraiment la volonté d'y arriver, elle veut retrouver des papiers, elle veut essayer de trouver avec les associations un logement pour son chien et elle veut sortir de là, mais à aucun moment elle nous dit le gouvernement, les candidats vont m'aider à sortir de là. Elle espère évidemment, elle espère du changement, mais on sent au fond, et il y en a d'autres qui voulaient absolument pas qu'on rentre dans les tunnels. Au départ ça a commencé comme ça, ils ont dit non venez pas, laissez-nous. On sentait qu'ils étaient vraiment fermés. Ils disaient de toute façon les politiques on n'y croit plus quoi. Donc c'est vraiment ces deux choses-là, il y a un tel sentiment d'abandon que c'est très compliqué, et les associations elles pour le coup essayent vraiment d'interpeller les politiques, voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont accepté le reportage. Oui, ils essaient d'interpeller, mais même eux, ils sont aussi dubitatifs ça pourrait vraiment changer à très court terme, mais c'est ça qu'ils essayent. Comme disait Jeune, avant de pouvoir entrer dans un tunnel, même avec l'association, ça n'a pas été non plus quelque chose de facile. On était refusé à plusieurs endroits d'abord parce que même pour l'association, ce n'est pas non plus si facile de pouvoir entrer, surtout avec des médias aussi à chaque fois évidemment. Là, vous êtes dans le Texas, vous avez quitté le Nevada. Qu'est-ce que vous attendez à voir, à tourner? Qu'est-ce que vous avez prévu comme reportage pour ces derniers jours avant le 5 novembre? Alors là, on est à Uvalde, une petite ville du Texas qui a été, je ne sais pas si vous vous souvenez, touchée par une tuerie dans son école primaire. Il y a eu ce drame qui s'est passé il y a quelques années et des enfants qui ont été tués par un jeune adulte. Et on va rencontrer le père d'une de ces victimes là tout à l'heure pour parler de législation autour des armes, tout ce sujet qui revient évidemment lors d'une présidentielle. Et après, on va parcourir un peu le Texas. On va aller du côté d'Houston, rencontrer aussi une femme qui n'a pas eu accès à l'avortement, même si son fœtus était condamné, et du coup elle a dû porter à terme sa grossesse malgré tout. Et elle veut aussi faire changer la législation et les mentalités autour de ce problème de l'avortement et de cette interdiction, de ce problème de l'interdiction de l'avortement au Texas, l'avortement est totalement interdit. Et après, on voudrait tourner aussi au sujet autour de la santé, et après on prendra la direction de l'Arizona. Où on restera même encore une semaine et on sera là-bas pour les jours de l'élection. Arizona, évidemment, c'est un état clé et très important pour cette élection. Merci beaucoup Joao, merci beaucoup Jeanne. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Washington Briefing. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Tous les jours, nous vous racontons cette campagne américaine jusqu'au 5 novembre et même après. Vous pouvez, s'il vous a plu aussi, nous laisser une note et un commentaire. Et je vous donne rendez-vous lundi.